C'est un pays où la beauté s'affiche tout en contraste, avec une faune et une flore méconnues. Ici, les pluies alternent avec les périodes de sécheresse dans un cycle éternel. C'est l'une des zones les plus fertiles de la planète. Elle abrite 10% de toutes les espèces animales existantes. La vie à l'état sauvage est toujours une lutte. Mais de plus en plus, plantes et animaux doivent se battre contre la destruction de leur habitat et l'emprise croissante de l'homme. La Thaïlande est célèbre pour sa mégapole, Bangkok, sa cuisine raffinée, ses moines en toge orange, ses plages exotiques et sa vie nocturne. Pourtant, peu de gens connaissent les trésors cachés de cette culture ancestrale qui borde le Cambodge, le Laos, la Malaisie et la Birmanie. Avec des températures moyennes annuelles d'une trentaine de degrés, la Thaïlande est l'un des pays les plus chauds de la planète. Seule la mousson apporte un peu de fraîcheur. Ce sont des conditions idéales pour les forêts humides primitives, mais aussi pour l'un de ses mystérieux habitants, le calao bicorne. Le calao est essentiellement frugivore. C'est l'un des oiseaux les plus imposants de la forêt. Pas moins de 13 sous-espèces différentes vivent dans cet habitat, comme le calao à casque rond, le calao coiffé, le calao brun, ou encore le calao à cou roux. Le plus petit d'entre eux, le calao pie, vit sur diverses variétés de figuiers qui donnent des fruits toute l'année. Les racines verticales de ce figuier s'enroulent autour d'un arbre et finissent par le tuer. Ces fruits sont très sains pour les calaos et bien d'autres espèces animales. Mais cet arbre est un parasite. On le surnomme le figuier étrangleur. Dans cet univers paradisiaque, la seule menace vient du binturong, un petit carnivore qu'on appelle aussi chat-ours. S'il se nourrit essentiellement de fruits, il est également friand d'œufs et de petits oiseaux. Le calao n'a aucun mal à échapper aux prédateurs. Le binturong a laissé passer sa chance. Il devra se contenter de figues. Le calme est revenu sous la canopée. Les zones boisées recouvrent environ 26% de la surface totale de la Thaïlande, contre 60%
il y a une cinquantaine d'années. Dans les sous-bois, là où la lumière du soleil a du mal à pénétrer, on trouve d'étranges végétaux parasites. Comme cet arbre découvert récemment, dont le feuillage prend une fois par an une teinte rouge vif et presque fluorescente. La forêt tropicale se caractérise par d'importantes précipitations. C'est là que vivent la moitié des espèces végétales et animales de la Thaïlande. Le climat passe d'un extrême à l'autre. Pluie torrentielle et sécheresse quasi insupportable. Les paysages sont également d'une très grande variété. Forêt tropicale à perte de vue, montagnes escarpées et prairies verdoyantes parsemées d'arbres. À la fin de la mousson, les calaos mâles adultes ont fort à faire. Celui-ci survole la canopée à la recherche d'une partenaire. Les ailes du calao sont dépourvues de plumes de couverture. En passant directement dans les rémiges, l'air produit un bruit de locomotive. Le jeu de la séduction commence en plein vol. Pour sa première prise de contact, le mâle apporte un cadeau à l'élu de son cœur. Une figue, bien entendu. Convaincre une femelle n'est pas toujours facile. Cela peut prendre plusieurs jours et plusieurs nuits. Notre couple est loin d'être seul dans la canopée. Une fois par an, les calaos se rassemblent pendant quelques jours en grands groupes pour se trouver un ou une partenaire. Ils sont des centaines, voire des milliers. Pendant ces journées éprouvantes, le mâle doit effectuer plusieurs séries de parades nuptiales. Il frotte son bec contre celui de la femelle, joue avec elle, se rapproche et tente ce qui ressemble à un baiser. Elle n'est pas insensible à cette offensive de charme et le laisse poursuivre, même si elle résiste encore un peu.
Le mâle lui offre alors de nouveaux cadeaux. Il peut garder une vingtaine de figues dans son jabot et les régurgiter au moment voulu. À l'orée de la forêt tropicale, un autre paysage se dessine. La savane arborée. On y trouve le plus grand mammifère terrestre, l'éléphant. Symbole de sagesse dans la culture asiatique, il est également réputé pour sa mémoire et son intelligence. Aujourd'hui, en Thaïlande, il n'en reste plus que 1500 environ, alors qu'on en comptait au moins 100 000 en 1900. L'éléphant d'Asie est doté de facultés intellectuelles et d'une sensibilité hyper développée. Il est capable d'un large éventail de sentiments, comme la joie, l'espièglerie ou le chagrin. Il peut passer jusqu'à 16 heures par jour à manger les 300 kilos de végétaux dont il a besoin pour vivre. Les éléphants cohabitent sans heurts avec le bœuf sauvage. Cet animal puissant de près d'1 tonne est également appelé gore. Il vit en petits groupes de 8 à 11 individus, dont un mâle dominant. Et en période de rut, d'autres mâles se joignent parfois au groupe afin de s'accoupler avec plusieurs femelles. Les éléphants adorent l'eau. En plus de les désaltérer, elle les rafraîchit. De l'autre côté du marécage, un mâle est en phase de must, une violente excitation sexuelle propre à l'espèce. Pendant cette période, il est capable de tuer tout ce qui se trouve sur son passage. Après s'être aspergés d'eau, les éléphants se recouvrent de terre pour protéger leur peau du soleil et des insectes. Le mâle en plein must se montre agressif et les femelles forment un cercle protecteur autour des éléphantaux. Bien que le mâle semble s'éloigner, le troupeau préfère se réfugier dans la forêt. Un peu plus loin, on trouve un petit groupe de sambars, composé d'un mâle, une femelle adulte et ses petits. Parfois, le mâle frotte ses bois sur le sol, qu'il a au préalable imprégné d'urine, puis les frotte contre les arbres pour marquer son territoire. Il va même jusqu'à s'asperger le museau d'urine grâce à un pénis très mobile. Le sambar vit en harmonie avec les autres espèces des zones humides. Mais il compte quelques ennemis. Les prédateurs qu'il redoute le plus sont le tigre, le léopard et le dhole, ou chien sauvage d'Asie. Le sambar mâle rassemble sa famille sur un petit îlot au milieu du marais.
il préfère livrer bataille dans une eau peu profonde. Sa technique d'intimidation consiste à donner des coups de sabot dans l'eau et à émettre un cri strident. Cela a pour but d'effrayer les dholes, mais aussi d'avertir ses congénères du danger. Il tente d'éloigner les prédateurs de son troupeau. Les dholes pourraient attaquer à plusieurs, mais contre toute attente, ils battent en retraite. Ont-ils trop chaud? N'ont-ils pas assez faim pour fournir un tel effort? Ils abandonnent la partie. C'est la période de reproduction. La femelle n'est disposée à s'accoupler que pendant 24 heures. Le mâle tente une approche. Les sambars ont un sens de l'ouïe et de l'odorat très développé. Ces facultés leur permettent de détecter les prédateurs et les éventuels rivaux. Un autre mâle fait son apparition. Les deux ennemis se toisent et se mettent en position pour l'inévitable duel qui va les opposer. Pour établir sa supériorité, chacun essaie de pousser l'autre à l'aide de ses bois. L'esprit querelleur des sambars semble gagner ces deux éléphants. Un seul combattant sort vainqueur de cette démonstration de force. La chaleur et l'humidité engendrent un changement climatique brutal. Au loin, le tonnerre gronde. Les pluies de la mousson se déversent sur la faune et la flore tropicale. Mais le déluge ne suffit pas à mettre un terme à l'affrontement entre les sambars. L'intrus finit par admettre sa défaite. Le premier mâle repart à l'assaut de la femelle. Le rival doit passer son tour. Après les trompes d'eau, le soleil ardent chasse les nuages.
Dans le marécage, tout semble calme. Mais il s'est pourtant passé quelque chose. Les dholes ont réussi à attraper un jeune sambar et sont en train de le déchiqueter. Le mâle assiste à la scène, impuissant. Dans une clairière un peu à l'écart, se cache une sorte de construction assez surprenante. C'est une cavité peu profonde, avec des traces étranges sur les parois. Cette curiosité architecturale est l'œuvre des éléphants. Les pachydermes ont creusé cette grotte en cherchant du sel, un complément alimentaire essentiel qu'ils ont du mal à trouver ailleurs. Au fil des ans, ils ont formé cette cavité impressionnante. Chaque soir, ils viennent là pour exploiter le sel de cette petite mine. L'endroit est très prisé, on dirait. Situé au centre du pays, Bung Boraphet est le plus grand lac d'eau douce de la Thaïlande. Il s'étend sur 224 km². Ce paysage, qui mêle roselières, marais parsemés de lotus, prairies et forêts, attire toute l'année une variété impressionnante d'oiseaux. On peut y voir le jacana à longue queue, également appelé faisan d'eau. Il y a également l'alcyon pie, prêt à attraper ses proies préférées, des poissons. Voici une Talève sultane, célèbre pour son cri retentissant. Les jacanas à longue queue sont polyandres. Les femelles peuvent s'accoupler avec 4 mâles au cours d'une même année. Ils se reproduisent de mai à octobre. Chaque mâle bâtit un nid avec des tiges de plantes aquatiques.
Après l'accouplement, il est temps de faire un brin de toilette. La forêt tropicale humide abrite une grande variété d'arbres. Prenant les formes les plus inattendues, ils s'élèvent majestueusement vers le ciel. La canopée regorge de vie. Le gibbon est un primate de la famille des hominoïdes, cousin du gorille, du chimpanzé, de l'orang-outan et de l'homme. Voici un macaque. Il en existe 5 espèces différentes en Thaïlande. Après l'homme, le macaque est le primate le plus répandu au monde. Le macaque ours est connu pour sa face rouge, mais ses petits sont légèrement jaunes. Le macaque d'Assam, très sociable, consacre énormément de temps à sa toilette et à l'épouillage mutuel qui permet d'éliminer les parasites en tout genre. Chez le Semnopithèque obscur, les nouveau-nés ont un pelage orangé qui devient gris au bout d'environ 5 mois. Les marécages de mangroves sur la côte tropicale abritent une autre espèce. Le macaque à longue queue, ou macaque crabier. En effet, il mange les crabes qu'il déterre sur les plages. Il existe plusieurs façons de traverser un fleuve. Certains macaques plongent sans hésiter. D'autres ont besoin d'évaluer la température avant de faire le grand saut. La femelle, elle, semble attendre comme le capitaine d'un navire. Les macaques se nourrissent de fruits, d'herbes, de racines et d'écorces. Les adultes sont très doués en saut. Ce jeune sait aussi très bien s'y prendre, même s'il lui faut encore un peu d'entraînement. Les mâles comme les femelles sont très actifs sexuellement. Ils s'accouplent plusieurs fois avec de multiples partenaires. Les rapprochements entre mâles ne sont pas rares chez les macaques. Les pratiques homosexuelles leur permettent de maintenir des liens étroits et de former des groupes sociaux,
à l'instar des relations amicales chez l'homme. Une fois les obligations sociales accomplies, c'est l'heure de la sieste. Le macaque d'Assam préfère la vie en altitude, au-dessus de 500 mètres. Il est frugivore et vit en groupe mixte de plusieurs dizaines d'individus. Ses principales activités sont la recherche de nourriture, l'interaction sociale, la toilette et le sommeil. Les femelles s'accouplent avec en moyenne 4 mâles par saison. Elles s'exposent parfois à la colère du mâle dominant. Bientôt, la paix revient et la vie reprend son cours comme si de rien n'était. Jusqu'au prochain coup d'éclat. En général, quand les macaques sont dans l'eau, c'est pour fuir un danger, réguler leur température corporelle ou jouer. Mais parfois, ils cherchent de la nourriture comme des algues, des petits insectes ou des poissons. Quand le mâle dominant a soif, tous les autres doivent s'écarter et attendre leur tour. Avec l'âge, le visage des macaques ours passe de rouge à marron ou même noir. Ils se nourrissent principalement de fruits, mais mangent parfois aussi des racines, des crabes, des batraciens, des oiseaux et même des insectes. Tout ce qu'ils trouvent dans les sous-bois en fait. Après 5 jours de cours assidus, la femelle calao accepte enfin de s'accoupler avec le mâle. Elle inspecte le nid qu'il a choisi pour elle. Elle semble le trouver acceptable, mais procède à quelques aménagements.
Désormais, le mâle a l'entière responsabilité de nourrir et de protéger la femelle et les oisillons à naître. Il la nourrit en régurgitant un à un les aliments. Le mâle doit également récolter de l'argile et de la boue. La femelle utilise l'argile pour sceller l'entrée du nid et empêcher les éventuels prédateurs de s'attaquer à sa future progéniture. Chez le jacana à longue queue, les rôles sont inversés. C'est la femelle qui défend un groupe d'au moins 3 mâles. Et ce sont les mâles qui couvent les œufs et s'occupent des petits. La femelle défend le territoire où il niche. La forêt tropicale abrite une grande variété d'oiseaux extraordinaires au magnifique plumage coloré. Le huina à ventre blanc, le bulbul à huppe noire, le corylis, le martin pêcheur d'Europe, le pic cendré, la perruche, le suimanga à queue verte, le guêpier, la femelle calao couve ses 2 œufs depuis à présent 35 jours. Le mâle est constamment à la recherche de nourriture pour la femelle et ses petits à naître. Deux petits calaos voient enfin le jour. C'est le miracle de la vie dans la forêt tropicale. En grandissant, leurs besoins alimentaires évoluent. Il leur faut plus de protéines que n'en contiennent les figues. La femelle refuse ce que rapporte le mâle. Il laisse tomber les figues au sol et régurgite un aliment mieux adapté à la croissance d'un oisillon. Un insecte par exemple. Il faudra 3 mois avant que les petits puissent s'aventurer hors du nid. Le père surveille attentivement le développement de sa progéniture. Encore un miracle à Bung Borapet. 2 petits jacanas ont déjà quitté leur coquille. Le 3e lutte encore pour s'en extirper.
Le père éloigne la coquille pour que les prédateurs ne soient pas attirés par l'odeur. Les oisillons ont l'étonnante faculté de courir, de nager et de plonger dès qu'ils sont éclos. Mais un nouveau-né n'a pas toujours envie d'affronter la réalité. Certains petits restent avec leur père jusqu'à l'âge de 2 mois. Dans la partie septentrionale de la Thaïlande, on trouve une région de montagnes et de falaises abruptes. Doi Chiang Dao est l'un des plus hauts sommets du pays. Il culmine à plus de 2000 mètres. Dans cet environnement rocailleux et accidenté, le goral à longue queue est l'une des rares espèces capables de survivre aux températures glaciales. Pleins de grâce et d'élégance, ces animaux bondissent d'un escarpement à l'autre. Les gorals consomment une grande variété de végétaux, herbes, plantes aromatiques et feuillages. Ils vivent en groupe de 4 à 12 individus. La saison des amours s'étend de novembre à décembre, et la mère ne donne naissance qu'à un seul petit à la fois. Le goral a très peu d'ennemis naturels, car son habitat est inhospitalier pour la plupart des espèces. Les affrontements tiennent davantage du jeu que de l'attaque. Dans le nid des calaos, il ne reste plus qu'un seul petit. L'autre a déjà pris son envol. La distance qui le sépare du sol doit être terrifiante pour lui. Il hésite. Il est sans doute ébloui par la verdure qui l'entoure. La femelle tente de l'attirer à l'extérieur avec une figue. À cause de l'argile qui bouche l'entrée du nid, il a du mal à s'en extirper. Cela peut lui prendre des heures, voire des jours. Les parents sont témoins de ses efforts. Tout à coup, le jeune oiseau tombe comme un avion en détresse. C'est sa première rencontre avec ce monde inconnu, mais qui lui est pourtant instinctivement familier. Il finit par voler. Mais l'atterrissage est un peu approximatif. Le mâle reste le plus près possible de son petit. La pluie se met soudain à tomber à verse.
Pour les habitants de la forêt tropicale, elle est toujours la bienvenue. Enfin, pour la plupart d'entre eux. Les jeunes calaos restent sous la responsabilité de leurs parents jusqu'à 6 mois ou jusqu'à la saison reproductrice suivante. Comme toujours, quand la pluie s'arrête, l'air est délicieusement frais et renouvelé. C'est un nouveau départ, une aube nouvelle. Des petits naissent, une nouvelle génération prend le relais. Il a fallu des milliards d'années à ces espèces pour se développer. Elles représentent une partie de la merveilleuse biodiversité de la planète.